Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue de nouveau dans notre direct. Au programme aujourd'hui, je vais répondre aux questions de Valentine et de Camille. Donc, Valentine m'a posé une question sur comment gérer une cérémonie en plusieurs langues et Camille m'a demandé comment conclure une cérémonie et elle me posait une question sur la longueur des vœux. Donc ça, ce sont les questions que j'ai reçues en amont de l'événement. Bien sûr, pendant le live, vous pouvez poser vos questions en commentaire et je les regarderai, j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure. Euh, je me rends compte que est-ce que le son passe bien? S'il passe bien, je veux bien que vous me fassiez un petit signe. Normalement, ça doit être bon. Mais ouais, un petit pouce, je crois, c'est pour me dire que ça passe bien. J'espère que c'est bon. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Donc, merci en tout cas d'être là. Donc je suis Claire Bay, je tiens le blog Une belle cérémonie. J'ai célébré beaucoup de mariages en tant qu'officiante et c'est sur la base de mon expérience et de mon approche que je réponds aux questions. Donc, je vous invite, comme je disais, à poser vos questions pendant tout le long de ce live. Et puis, pour un petit peu vous dégourdir les doigts, n'hésitez pas à me dire d'où vous regardez. Bonjour Anaïs. Voilà, dites-moi d'où vous êtes en train de regarder pour qu'on commence un petit peu l'interaction. Donc, la première question, je vais commencer par la question de Valentine. Qui a demandé bonjour Camille. Ah bah désolée Camille, je commence par la question de Valentine, mais j'arriverai à la tienne après. Donc qui demandait comment gérer deux langues dans mes discours. Elle dit je me marie au Maroc et ma famille ne parle pas arabe et la famille de mon mari parle peu français. Est-ce qu'il vaut mieux connaître les discours écrits par mes proches avant la cérémonie ou garder la surprise? Alors d'abord la question de gérer deux langues dans les discours. J'ai écrit un article sur le sujet de comment gérer une cérémonie bilingue. Donc la question va se poser si par exemple vous avez des invités ça peut être soit une minorité d'invités qui parlent une autre langue. Dans ce cas, on va plutôt faire juste une introduction dans l'autre langue pour les inclure, mais sans forcément faire toute la cérémonie en bilingue. Si ce sont juste quelques personnes. Et dans l'introduction, on peut dire quelque chose du type, voilà, la cérémonie va être en français, mais on espère que, donc on dit ça dans l'autre langue, hein, mais on espère que vous allez pouvoir profiter, pleinement sentir le message de cette cérémonie. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois. J'ai fait des introductions en anglais, en persan, en japonais. Enfin, voilà, j'en ai fait vraiment dans beaucoup de langues. Il suffit d'un petit peu s'entraîner pour dire un paragraphe et tout officiant peut s'en sortir s'il aime bien apprendre un petit peu. Moi, j'aimais bien, voilà, jouer, parler un petit peu une autre langue. Bonjour Alison, bienvenue. Donc, du coup, ça c'est pour quand il y a une minorité de personnes qui parlent une autre langue. Quand il y a beaucoup de personnes qui parlent une autre langue, ça peut valoir le coup de faire une cérémonie vraiment en bilingue. Donc comme je disais tout à l'heure, hein, pour l'instant je parle de la cérémonie bilingue et tout à l'heure j'irai sur des questions qui concernent les vœux et comment conclure une cérémonie. Donc, pour revenir à la question des langues, quand il y a beaucoup de personnes et que vous voulez faire une cérémonie en deux langues, ne faites pas une traduction continue de tout ce qui est en train de se dire. Il ne faut pas qu'il y ait réellement un interprète présent qui alourdisse la cérémonie avec une traduction tout le long de la cérémonie et qui du coup retire l'attention de ce qui est en train de se passer, de l'émotion qui est en train de passer. Donc, il vaut mieux essayer de jongler, on va dire, intelligemment entre les deux langues. Et par exemple, avoir quelques discours en français dans le cas de Valentine et quelques discours en arabe, ça permettra d'inclure tout le monde. Et bon, bah, certaines personnes ne comprendront pas peut-être certains discours, mais ils en comprendront d'autres. Et ce qui compte, c'est que voilà, de manière générale, le message passe bien. Ce qu'il est possible de faire aussi, si vous avez des discours qui sont vraiment bien écrits à l'avance, c'est écrire un livret de cérémonie imprimé dans les deux langues. Et comme ça, les personnes qui ne comprennent pas une langue pourront suivre dans l'autre.
Voilà, ça c'est pour la partie des discours. Ensuite, il faut savoir qu'on va aussi se poser la question pour les vœux, c'est-à-dire que quand on est deux personnes, qu'on parle de langue, est-ce qu'on fait les vœux dans les deux langues, est-ce qu'on fait dans une langue l'un et dans l'autre langue l'autre? À mon avis, il faut vraiment faire attention à, encore une fois, ne pas traduire tous ces vœux dans les deux langues pour garder justement ce côté naturel. Euh, et pourquoi pas donc avoir par exemple, moi si je devais faire des vœux, bah, je les ferais en français et puis je pourrais dire la dernière phrase dans la langue de mon conjoint. Bon, en l'occurrence, nous on parlait tous les deux français, mais s'il y avait des personnes par exemple qui parlaient une autre langue, ajouter une phrase à la fin de ces vœux dans l'autre langue, et ça peut être un clin d'œil assez sympa. Euh, et sinon, voilà, c'est aussi possible. Moi, j'avais un couple, j'ai fait le mariage d'un couple qui était complètement bilingue, français-anglais. La mariée a fait ses vœux en français, le marié en anglais. Ils se comprenaient tous les deux. Et comme ça, bah, il y a une partie des invités qui comprenaient très bien les vœux en français, d'autres qui comprenaient très bien en anglais, et d'autres qui comprenaient tout. Donc voilà. Voilà. Je pense que enfin, j'espère que ça répond à peu près à la question de langue. Euh, je vois qu'il n'y a pas forcément de questions là qui vient sur ce sujet-là, donc je vais passer aux questions de Caroline. Et Anaïs, je vois ta question pour après, je jetterai un coup d'œil juste après. Donc, les questions de Caroline, de Camille, pardon. Toutes mes excuses, Camille. Alors, les questions que je me pose en ce moment, comment conclure la cérémonie? Je vais commencer par celle-là. Comment conclure la cérémonie? Moi, je pense qu'il faut conclure la cérémonie de manière très claire. Euh, Moi, ce que j'aimais bien dire, parce que l'officiant ne peut pas dire je vous déclare mari et femme. On n'a pas du tout cette autorité de déclarer qui que ce soit mari et femme. Donc, moi, ce que j'aimais bien dire, c'était par l'échange de leurs vœux et de leurs alliances, Camille et on va dire Julien, je ne sais pas s'il s'appelle Julien, mais par exemple, se sont unis en tant que mari et femme. Ça peut marcher voilà pour un homme et une femme, ça peut aussi marcher pour deux femmes, ça peut marcher, se sont unis en tant qu'épouses, se sont unis en tant qu'époux. Voilà, ça permet de vraiment conclure la cérémonie et de dire bon bah l'union a eu lieu. Pour moi, ce qui marque la fin de la cérémonie, c'est une succession très simple. Donc après les vœux, c'est l'échange des alliances et après l'échange des alliances, c'est la conclusion de la cérémonie. Et moi, je disais souvent, tu peux embrasser la mariée, quelque chose comme ça. Donc, les mariés peuvent s'embrasser. Et donc, sur le baiser, là, il faut vraiment être coordonné avec le DJ. Il lance une musique. C'est important que la musique arrive au moment où les lèvres se touchent parce que ça annonce tout de suite la fête. Voilà, ça fait la conclusion. Ça fait un peu comme la fin d'un film. Voilà. Donc, je pense que la conclusion d'une cérémonie doit être assez, pour moi, codé comme ça et puis assez simple. Et ensuite, une fois que la cérémonie est complètement terminée, que les mariés se sont embrassés, qu'ils commencent à remonter l'allée, là, il faut aider un petit peu les invités et leur dire, bon, je vous invite à suivre les mariés pour le vin d'honneur, parce que les invités vont pas forcément oser se bouger de leur place si on les y autorise pas. Donc voilà, on leur dit, voilà, vous pouvez vous lever. Moi, j'aimais bien dire aussi, vous pouvez applaudir les mariés quand, voilà, pour créer une sorte de moment de fête juste à la fin de la cérémonie. Donc, ce sont quelques idées. Camille, est-ce que j'ai répondu à ta question sur la conclusion de la cérémonie? Tu me diras si tu as encore d'autres questions. Je vais passer à ta deuxième question. Combien de temps doit durer l'échange des vœux pour qu'il soit suffisamment long pour être intéressant, tu dis, entre guillemets, mais suffisamment court pour ne pas être barbant? Alors, moi j'ai un avis très chronométré sur les vœux. Je trouve que 2 minutes, c'est une bonne durée. Voilà. C'est pas du tout une règle. Il y a des mariés qui parlent beaucoup plus longtemps, d'autres beaucoup moins. Mais si quelqu'un veut avoir un repère, je trouve que le repère de 2 minutes, c'est pas mal. Ça permet d'en dire suffisamment, mais de justement ne pas trop dévier, ne pas trop partir dans des détails. Ça permet de se discipliner un petit peu. Donc voilà. Écrivez des vœux. Donc, alors, écrire des vœux, c'est
toute une autre histoire, hein. D'ailleurs, je vous conseille vraiment mon guide, hein, forcément, pour écrire les vœux de mariage. C'est un cahier d'exercices pour trouver des idées, structurer ses vœux, rédiger, il y a des exemples, voilà. Mais en tout cas, visez 2 minutes. Vous verrez que vous arriverez à faire quelque chose justement de bien dosé. J'espère que ça répond à ta question, Camille. Et donc, je vais prendre la question d'Alison, qui m'a dit qu'elle n'avait pas réussi à se connecter la semaine dernière au live et qu'elle se demandait si les mariés peuvent écrire le texte de la cérémonie et qu'ensuite ce soit une personne qui joue le rôle d'officiant qui n'ait qu'à le lire et que ce ne soit pas ou est-ce que cette personne doit l'écrire. Alors, moi j'ai déjà écrit des textes de cérémonie pour des participants, pour des participants, pour des officiants d'un jour. Donc c'est un ami des mariés, une amie des mariés qui va faire la cérémonie. Et donc du coup, j'écris le texte de la cérémonie. Et la personne n'a plus qu'à se l'approprier. Mais moi, j'invite toujours les personnes à réellement relire et réadapter à leur manière de parler et à leur manière voilà, de s'exprimer, de voir les choses, même changer les messages si les messages ne leur correspondent pas. Donc, même si quelqu'un écrit le texte pour un proche, c'est vraiment important que cette personne, pour bien livrer la cérémonie, ait retouché le texte, ne serait-ce que pour utiliser ces tournures de phrases. Ça n'est, encore une fois, c'est vraiment important de se dire que ça n'est pas réellement un texte, en fait. C'est un discours, et un discours, c'est quelque chose de parlé. Et donc, quand on parle, on met notre personnalité dedans. Et si c'est vraiment vu comme un texte, la personne va le lire, elle va pas le présenter comme un discours, et ça peut devenir un petit peu ennuyant ou impersonnel d'entendre quelqu'un juste lire un discours. Donc voilà, cette phase d'appropriation est vraiment importante. Maintenant, du moment qu'on fait cette phase-là, ça peut être les mariés qui écrivent le texte de la cérémonie. En l'occurrence, pour ma cérémonie, bah forcément, hein, c'est moi qui ai écrit le texte de ma cérémonie puisque je savais ce que je voulais et je savais le faire. Et donc, mais j'ai quand même demandé à notre amie qui a officié de retoucher voilà ce qu'elle voulait pour qu'elle puisse se l'approprier et qu'elle puisse qu'elle se sente à l'aise en fait avec ce que j'avais écrit. Donc c'est un travail de collaboration. C'est pour ça que c'est vraiment important aussi quand quelqu'un officie une cérémonie que la personne soit sûre de voilà d'être prête à s'engager sur tout ce que ce rôle implique en temps, en énergie, en investissement personnel finalement. Donc voilà, ça c'était pour cette question d'Anaïs. Et donc je vois qu'Anaïs a posé une question concernant la musique. Faut-il prévoir un petit fond musical entre chaque discours? Alors, certains DJ adorent faire ça. Et ils sont pros de ça. Ils font comme aux Oscars. C'est-à-dire qu'un discours est fini, bam, il a son petit jingle. Et quand le temps que la personne s'assoit, voilà, il a joué son petit jingle. Si les mariés aiment et que le DJ sait faire, très bien. Mais ne vous sentez pas obligé. Il faut vraiment que vous en ayez envie. Une cérémonie peut être très vivante et ça fait pas forcément de temps mort de juste laisser sans musique quand les gens se lèvent et s'assoient. Finalement, c'est un moment très court, donc c'est pas non plus gênant qu'il n'y ait pas de musique à ce moment-là. Je vois que donc nous avons une de nos amies qui chantera. Elle peut éventuellement jouer un petit air de guitare entre les discours. Vraiment, moi je dirais pourquoi pas. Hein. Et même si elle a envie, hein, si elle a envie de s'investir dans la cérémonie, c'est super joli en plus, une petite guitare acoustique pendant la cérémonie. Et je dirais même, elle peut commencer à jouer à la fin de chaque discours pour que les personnes finissent sur quelques notes. Quand la personne a fini son discours et qu'elle va vers les mariés pour les embrasser, il y a la guitare qui est en train de jouer. Enfin, moi je trouve que ce serait génial. Hein, mais voilà, je pense que le plus important là-dedans, c'est est-ce que cette amie prend plaisir à faire ça? Et si oui, allez-y parce que je pense que ça ne sera que du plaisir. Je vais passer donc à une autre Anaïs, non Anaïs Laure. Voilà. Bonsoir, mon frère et ma belle-sœur m'ont demandé d'être d'officier leur cérémonie laïque. Ils souhaitent une cérémonie chic et bohème. Je n'arrive pas à me baser sur un texte pour commencer la cérémonie. Je bloque complètement. Alors Anaïs, c'est normal, c'est naturel. Tout le monde passe par là. Je pense que pour le coup,
Mon guide, une belle cérémonie t'aiderait beaucoup puisqu'il sert aux mariés à euh, se préparer au mariage, à se projeter dans la cérémonie, se poser les questions, penser à tout ce qui concerne les officiants, les rituels. Voilà, il y a vraiment tout dedans. Et comment commencer. Enfin, il y a des exemples. Je pense qu'il t'aiderait beaucoup. C'est une question pour le coup vraiment très large parce que moi j'en ai fait un livre de 250 pages. Donc je ne peux pas pouvoir vraiment te répondre comme ça en 2 minutes. Euh, mais je pense que pour commencer, vraiment commencer ce travail-là, le meilleur exercice, c'est peut-être de visualiser, te projeter dans cette journée et imaginer comment la cérémonie commence. Vraiment visuellement, tu vois les gens qui se sont assis, les mariés qui sont prêts à entrer, le DJ qui est prêt à lancer la musique, toi qui es prête à parler. Et à partir de là, essaie d'imaginer comment tu aimerais que ça se passe et quels sont les premiers mots que tu dis. Les premiers mots qui sont des mots d'accueil, de bienvenue, qui donnent vraiment le ton. Et ce qu'il faut savoir, c'est que si ton frère et ta belle-sœur t'ont demandé d'officier leur cérémonie, c'est, j'imagine, hein, que ils aiment ton énergie et ta personnalité et qu'ils ont envie d'avoir ça comme le ton de leur cérémonie. Donc la première chose à savoir, c'est que l'officiant va réellement imprégner la cérémonie de sa personnalité et il faut que tu te sentes à l'aise en fait avec juste le fait d'être toi-même. Ensuite, en t'entraînant, voilà, tu cadreras, tu sauras quand est-ce que tu veux être un peu plus formel, un peu plus solennel, quand tu veux être plus décontracté. Mais de toute façon, si tu es l'officiante, c'est forcément ta manière de parler, les messages que tu trouves importants. Et ensuite, moi, je suis 100% pour le fait de partager tout le texte de la cérémonie avec les mariés et revoir ensemble. Je comprends que certains mariés aiment avoir la surprise de la cérémonie. Je pense néanmoins que ça ne retire rien à l'émotion qu'on vit le jour même, de déjà connaître, déjà savoir ce qui va se passer. Au contraire, ça permet de se projeter et de vivre encore plus intensément la cérémonie. Bon, ça, c'est mon avis. Et je pense que ça aide beaucoup l'officiant, surtout quand c'est un proche qui n'est pas un pro, qui n'en a pas fait des dizaines. Ça l'aide beaucoup, justement, qu'il y ait cette collaboration entre les mariés et l'officiant. On pourra reparler de ce sujet à l'occasion. Je regarde la prochaine question donc qui est de Anaïs. De notre côté, nous concluons par un mot de l'officiant. Voilà, c'est bon. Elle a donné une idée pour la conclusion. Je vous laisserai lire en commentaire puisque c'est pas une question. Et donc très complet le guide. Prochain achat dès demain. Je suis contente Anaïs là. Merci Céline. Alors là vraiment je suis contente que le guide vous plaise, que vous le trouviez complet. J'ai vraiment mis tout mon cœur pour le faire. Donc si vous avez d'autres questions, je vous invite à les poser. Là j'ai fait le tour des questions que j'avais récupérées dans les commentaires. Il faut savoir que vous pouvez réfléchir à vos questions pendant la semaine et les poser soit en commentaire de l'événement, soit dans le groupe Je fais une cérémonie laïque, soit en commentaire sur la page Facebook d'une belle cérémonie. Je récupère, même dans les messages, hein, je récupère toutes les questions d'un petit peu partout et je prépare, je les rassemble pour le direct suivant. Donc, n'hésitez pas, même pendant la semaine, quand une question vous vient, à la lister, à me l'envoyer et moi je prendrai soin de préparer une réponse. D'ailleurs, il est un petit peu tard pour vous dire ça, mais n'hésitez pas à taguer en commentaire les proches qui pourraient être intéressés par ces directs, qui pourraient avoir des questions, qu'il s'agisse de conjoints, proches qui vont faire des discours, officiants d'un jour. Vraiment, ces directs s'adressent à tout le monde. Et justement, je me posais une question, j'aimerais bien avoir votre avis. J'envisage, donc pour l'instant, ils sont les jeudis soirs, j'envisage de les déplacer au dimanche après-midi. Et j'aimerais savoir si c'est un créneau sur lequel vous êtes disponible, voilà, qui pourrait intéresser des personnes. Je pense que déjà, ça sera plus agréable d'avoir la lumière du jour à l'extérieur. Et puis, je crois que
C'est l'après-midi, bon, ben, on est un peu moins fatigué. Le dimanche, on peut être en couple pour participer. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Alors, Marielle me demande où est-ce qu'on trouve le guide, où trouve-t-on votre guide, mais en PDF. Alors sur le site unebellecérémonie.fr, dans la boutique, le guide est en papier et en PDF. Donc, je crois que le PDF, c'est le premier lien qui ressort tout en haut de la boutique. Angélique, est-ce que c'est important que l'officiant connaisse les deux mariés ou s'il n'en connaît qu'un, ça suffit? Alors, je pense que quand l'officiant est choisi, il peut ne connaître qu'un des mariés. Et puis, en préparant la cérémonie, apprendre à connaître l'autre. Moi, j'ai fait des cérémonies. Au début, je connaissais personne. Et puis, à la fin, on était amis. Donc, je pense que ce travail, justement, de préparer la cérémonie, c'est l'occasion aussi de vraiment faire connaissance avec les mariés. C'est important quand on ne connaît pas encore quelqu'un, de faire sa connaissance pour justement pouvoir bien parler de ce couple. Et il n'y a pas besoin de beaucoup connaître les personnes individuellement. Il faut surtout connaître ce couple. Savoir qu'est-ce qui les unit, qu'est-ce qui fait leur force, qu'est-ce qui fait leur amour, voilà, comprendre, savoir parler d'eux, c'est connaître cette entité-là aussi. Donc, Alison, j'ai pensé également au rituel du balai en conclusion de la cérémonie. Nous sautons au-dessus du balai. Oui, j'ai un couple en 2014 qui a fait ça. Oh, ça remonte. C'est les seuls qui ont fait le saut du balai et ils l'ont fait comme ça à la fin de la cérémonie. Et d'ailleurs, c'était une idée d'un de leurs témoins qui a amené le balai lui-même, qui a proposé ce rituel, qui l'a tenu à la fin et ils ont sauté par-dessus le balai, donc en symbole de ils entrent dans une nouvelle vie. Ouais, c'était un geste très sympa. Je pense que ça vaut le coup dans ce cas que l'officiant l'explique. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, par exemple, tu peux embrasser la mariée, les gens applaudissent, bisous, et puis là ensuite dire, voilà, pour conclure leur cérémonie, Alison et j'invente les noms des mariés quand je les ai pas. Alison et François vont sauter par-dessus ce balai pour marquer et donc expliquer le symbole. Et là, vous le faites et puis vous remontez l'allée. Tout ça peut être musique, voilà, c'est comme vous le sentez. Alors, moi plutôt dispo le jeudi soir. Merci pour la réponse, Camille. Ok, bah, pour l'instant, en tout cas, ça reste le jeudi. Le prochain, direct, aura lieu jeudi prochain, même heure. Je garde ce rendez-vous assez fixe parce que je pense que ça nous permet de tous bien nous organiser, que ce soit toujours à la même heure. Encore une fois, je vous invite. Donc, l'événement existe déjà. Indiquez soit que vous êtes intéressé, soit que vous participez pour être tenu au courant. Et puis, n'hésitez pas, encore une fois, à poser vos questions dans les commentaires de l'événement ou partout ailleurs. Moi, je vais à la pêche, je vais les chercher partout, les questions de toute façon. Voilà, je pense que, alors je vérifie qu'il n'y a plus de questions, plutôt le soir. Bon, bah, voilà. Pour l'instant, ça reste jeudi prochain. Donc, merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à jeudi prochain. Et puis, en attendant, on échange dans les groupes. Voilà, très bonne soirée à tous. Au revoir.